J'ai démarré le freelancing en 2019, au tout début, donc j'étais encore étudiant. Et évidemment, c'était pas la joie, donc l'approche c'était très simple, c'était créer un compte sur Malte et attendre. Donc bon, évidemment, j'ai mérité mon échec. Bon, j'ai quand même eu des clients, hein, j'ai pas non plus fait que de la merde, mais disons que c'était pas très très propre. Et je me suis du coup relancé en 2023, cette fois-ci avec des process beaucoup plus carrés, beaucoup plus réfléchis, et une approche qui était là pour le coup vraiment analytique. Et j'ai été aussi mentoré par un très très bon freelance, ce qui m'a beaucoup aidé à me lancer. Et depuis, j'ai plus eu de soucis pour trouver de missions. Et aujourd'hui, j'accompagne des gens à trouver des missions eux aussi sur différents marchés, hein, que ce soit data, DevOps, web, front-back, ce que vous voulez, cybersécurité, et à différents niveaux de seniorité. Donc, je sais que mes process sont quand même assez robustes. Donc, cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment je ferais si je voulais me relancer en freelance et trouver une mission depuis zéro, sachant que le marché actuel, comme vous le savez sûrement si vous êtes dans le marché, c'est un petit peu plus tendu. Les process ont évolué, le marché est devenu sophistiqué. Donc, il faut avoir une approche qui est quand même bien plus réfléchie qu'avant si on veut avoir des résultats. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que je ferai pour trouver ma mission. Et je parlerai d'un point qui est important et qui est très souvent oublié et qui aujourd'hui est vraiment primordial, que beaucoup de gens oublient et qui sera utile pour ceux qui veulent se lancer et qui ont peur de se retrouver sans mission après la première mission s'ils n'arrivent pas à relancer la machine ensuite. Donc, c'est parti, je vais vous montrer un petit peu mon approche et comment je ferai pour trouver mon client d'ici, allez, on va essayer de viser une temporalité de 3 mois, moins de 3 mois. Donc, hop, on part sur le petit Miro et je vais vous expliquer un peu mon approche. Alors, pour commencer, l'étape numéro 1, ça va être de faire une liste de marché. En gros, ce qu'on veut faire, c'est lister tout ce qu'on sait faire. Et là, moi, j'irai vraiment sans aucune pincette, je vais vraiment mettre tout ce que je sais faire. Donc ça peut aller vraiment des choses où vous êtes très très bon à des choses où vous êtes beaucoup moins expert, mais où vous avez quand même une carte à jouer. Et donc là, moi, je listerai des choses très simples. Par exemple, Python, qui est, on va dire, mon expertise phare. Je vais mettre un petit peu plus gros. Python, tout ce qui est lié, on va dire, à l'IA, machine learning, qui est un sujet aussi que je maîtrise bien, mais aussi des trucs que je maîtrise un peu moins bien, mais que je connais un petit peu, comme par exemple React Native. Donc, j'en ai fait pour plusieurs missions, donc c'est un truc que j'aime bien et que je connais bien, mais aussi d'autres trucs plutôt métiers comme le marketing. Et en fait, je fais ce travail-là et je vais lister tous les marchés que je pense être en mesure d'attaquer avec différents niveaux de confiance, quoi. Python, je sais que c'est très très grosse confiance. Marketing, React Native, bon, je sais que je peux, mais c'est très compliqué quand même. Donc, il faut lister ça et je vous invite à faire pareil, à lister tous les marchés que vous pouvez cibler. Une fois que vous avez fait ça, vous voulez faire le point. Le point, ça veut dire en gros, on va étudier le gap qu'il peut y avoir. Donc, je vais vous dire en gros comment on appelle ça. Ça, c'est un peu le positionnement en fait. Ce que vous voulez faire en gros, c'est lister le gap qu'il peut y avoir en termes de compétences, en termes de ce que vous voulez, en termes de tarifs, en termes de contraintes, de localisation, peu importe, qu'il y a entre votre état actuel, qui est une expertise, comme on l'a vu ici avec Python, IA, Machine Learning, et ce dont le marché a réellement besoin. Et c'est là qu'on va faire la différence avec les freelances qui sont un peu plus freestyle. Et ce que je vois beaucoup sur LinkedIn, c'est des gens qui vont forcer le marché, qui vont essayer de forcer le marché à avoir besoin de ce dont ils sont déjà experts. Alors que c'est pas comme ça que ça marche. Il faut comprendre ce dont le marché a besoin. Et du coup, moi, mon focus numéro 1 absolu, ce sera pour chacun de ces marchés-là, de savoir quels sont les besoins précis des clients, que ce soit par exemple par rapport aux techno, par rapport aux soft skills, comprendre vraiment qu'est-ce que c'est vraiment la problématique en fait pour ces clients-là, pourquoi ils font appel à des salariés, à des freelances, pourquoi ils ont besoin d'aide pour leur projet. C'est vraiment là qu'on fait la différence. Donc comprendre les besoins de nos clients par rapport au marché. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le wording utilisé. C'est un point qui paraît pas important, mais qui l'est vraiment. Ça vous servira pour le CV, ça me servira aussi pour après la partie pitch à l'oral. Donc moi vraiment, je vais essayer de comprendre comment parlent mes clients, c'est quoi les mots qu'ils utilisent. Est-ce qu'ils utilisent plutôt le mot-clé développeur back-end quand ils cherchent des développeurs Python, ou est-ce que c'est plutôt, je ne sais pas, expert data, machine learning? Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte très souvent, et ça je vous le dis parce que là, avec l'expérience, je le vois tout le temps, vous pensez que votre métier s'appelle par exemple développeur Python, alors que pour vos clients, eux, ils n'ont aucune idée de comment ça s'appelle, ils vont appeler ça peut-être expert data engineering, j'en sais rien. Et à la fin, en termes de métier, en termes de fiche de poste, c'est la même fiche de poste. Donc c'est juste une question de nom, question de wording utilisé, et c'est ultra important de ne pas se tromper. Si votre client croit avoir besoin d'un expert data et qu'en fait ce qu'il a besoin c'est un expert Python, ben vous êtes expert Python, mettez sur votre CV expert data quoi. Bon là j'abuse un peu mais vous voyez un peu l'idée, il faut comprendre les mots-clés utilisés par votre audience, par vos prospects, pour après utiliser ça contre eux, avec le CV, avec la présentation. Donc ça va être ouais, tous les mots-clés, donc ça va être par exemple les technos, ça va être ouais, intitulé de poste. Je vous dis ça parce que moi c'est ce qui m'est arrivé littéralement, hein. Vous savez moi de base, je suis dans le marché du Python et de l'IA, donc c'est le marché que vous avez ici là. Donc là je vous mens pas, hein, c'est vraiment ce que je ferais si je recommence à zéro, c'est vraiment ce que j'ai fait. Donc Python et IA.
Et en fait, il y a un truc qui est assez évident dans le marché, c'est que la partie IA machine learning, elle est assez compliquée. Encore aujourd'hui, c'est un marché qui est assez tendu. Il n'y a pas beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de gens qui sont dessus, mais il n'y a pas beaucoup de demandes. Alors qu'en fait, sur le marché du Python, il y a beaucoup plus de demandes. Mais en réalité, quand vous regardez les fiches de poste et quand vous regardez les besoins, et là du coup je vous fais gagner du temps pour ceux qui sont sur ce marché-là aussi, vous vous rendrez compte que en réalité, les gens qui ont besoin d'IA et de machine learning ne savent pas qu'ils ont besoin d'IA et de machine learning. Ils pensent avoir besoin d'un développeur Python. Donc ils vont mettre des fiches de poste ou des offres de mission, expert Python, développeur Python, ou alors développeur Python data. Et en fait, c'est ça les mots qu'il faut utiliser quand vous voulez trouver une mission avec de l'IA et du machine learning. Donc bon, c'est un exemple que vous pourriez rencontrer aussi. Donc attention à ne pas essayer de forcer le marché avec votre nomenclature à vous. Regardez comment votre marché utilise les mots-clés et utilisez-les sans réfléchir. Ok. Après, il faut que ce soit cohérent avec votre expertise, évidemment. Il ne faut pas inventer un métier et mettre un mot-clé parce que vous avez vu qu'il était demandé. Donc, les besoins, le wording, ce que j'irai voir aussi directement, ça va être le niveau de mes concurrents. Ça, c'est hyper important. Donc, ça va être le volume déjà, combien il y en a. Ça va être leurs lacunes. Moi, je veux comprendre leurs points faibles et faire mieux qu'eux pour vraiment me différencier d'eux. Et ça sera déjà très suffisant pour après faire la différence en entretien et dans les CV. Donc, en gros, moi, j'irai là-dessus. J'irai sur comprendre les besoins, comprendre le wording, comprendre les concurrents. Il n'y a pas que ça, mais ça, c'est le plus important. Après, il y a tout ce qui est TGM, tout ce qui est contraintes, par exemple, donc tout ce qui est télétravail, j'en sais rien. Tout ce qui est mission asynchrone, est-ce qu'on peut travailler à différents horaires? Ça, c'est des choses qui sont plutôt secondaires selon moi, même si beaucoup de gens vont se poser des questions sur le TGM et tout. Moi, je m'en foutrais un petit peu, je vous avoue. J'irai vraiment comprendre ça en priorité et le reste, ce sera bonus. Et donc ça, évidemment, je le fais pour chacun des marchés. Donc c'est vraiment Python, après je fais pareil pour l'IA, pareil pour React Native. Le but, c'est quoi? C'est que le plus vite possible, je puisse comprendre quel est le marché sur lequel je vais aller. Le but, c'est vraiment de ne pas perdre de temps sur un marché qui n'a pas d'avenir, aller sur un marché qui est vraiment propice à ce que je trouve des missions. Donc en gros, ça va être le meilleur équilibre entre est-ce que je suis compétent, est-ce que j'ai les compétences qu'il faut, et est-ce que le marché a vraiment ce besoin-là, et est-ce que voilà, j'ai une bonne place par rapport à la concurrence pour ça. Alors pour savoir ça, petite astuce pour ceux qui ne savent pas, pour comprendre ces informations-là, il y a deux leviers. Il y a le levier numéro un qui est tout ce qui est renseignement data public. Ça, en gros, ça va être Freework, LinkedIn, Indeed, Hello Work, trouver les offres d'emploi, décortiquer ça, comprendre les mots utilisés, comprendre les besoins. C'est un travail qui prend du temps, mais qui est important. Et l'autre levier que vous avez, et celui que je préfère, c'est le renseignement humain, même s'il est plus compliqué à mettre en place parce qu'il faut avoir des réponses de gens et les humains, c'est compliqué à traiter. C'est pas comme un dashboard de Freework qu'on peut aller analyser. Donc les humains, en gros, ça veut dire aller voir des recruteurs, aller voir d'autres freelances et leur poser des questions, leur demander, ok, c'est quoi les besoins, tu bosses sur quoi actuellement, pourquoi tu as été recruté, c'était quoi le besoin initial, ok, après comprendre aussi le niveau des concurrents, ça va vous saurez lui, ce concurrent-là, qu'est-ce qu'il a comme niveau, est-ce qu'il est très très bon, est-ce que les gens avec qui il bosse sont très très bons aussi, est-ce qu'à l'inverse vous vous rendez compte qu'ils sont pas très très bons et que vous avez un très bon niveau par rapport à eux. C'est vraiment une mine d'or et j'adore faire ça et c'est là que vous allez avoir le plus d'informations intéressantes pour ça. Ensuite, le point qui va après, qui est la suite logique, ça va être combler le gap. Donc en fait, ce qui va se passer, et je le sais déjà pour moi maintenant, c'est que en faisant ce travail-là, je vais peut-être trouver un marché qui me paraît le meilleur marché parmi mes options. Donc je vais pouvoir faire un tri et dire ok, ben là, peut-être que j'ai marché Python qui est 1, ensuite React Native qui est 2, IA 3 et marketing 4. Ça sera mon ordre de priorité. Par contre, ça ne veut pas dire que Python, même s'il est numéro 1, que mon profil il est parfait. J'ai quand même du travail à faire et j'en aurais encore à faire aujourd'hui si je voulais être un profil vraiment top tiers sur le marché. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Grâce à ce travail que j'ai fait juste avant d'analyse de marché, tout ce qui est besoin, wording, voir le niveau de mes concurrents, leurs lacunes, je sais très bien sur quoi je dois travailler. Donc ce que je vais faire, c'est identifier mes lacunes, donc ça c'est déjà fait, donc identifier les lacunes, et après travailler dessus. Ça sert à rien de faire, beaucoup de gens font ça, ça sert à rien de faire des certifications pour le fun, ou faire une formation comme ça parce que vous pensez que c'est important. Moi je vais attendre d'avoir la validation par le marché que c'est une lacune que j'ai qui est importante, qui va vraiment me bloquer par la suite, et après seulement je ferai un projet perso, une formation sur ça. Donc là, on y est là justement, donc là, identifier les lacunes, et après, on va aller du coup faire une formation, ou alors, et c'est ce que je préfère, faire un projet perso, un gros projet perso. Exemple, là on va imaginer que je fais l'analyse de marché, voilà, on fait un petit roleplay, analyse de marché, je me rends compte qu'il me manque quelques compétences, notamment la partie microservices. Parce que voilà, dans le monde du Python et dans le monde du développement back-end en général, c'est très recommandé, c'est même très cool d'avoir des compétences DevOps, microservices, ces choses-là, quoi. Donc Kubernetes, peu importe. Et donc ça, bon, moi encore aujourd'hui, c'est pas un domaine que je maîtrise absolument. J'ai des notions, mais je suis pas le boss. Donc qu'est-ce que j'irai faire si je vois que c'est vraiment bloquant et que c'est un prérequis pour avoir des missions et que mes concurrents ont cette compétence et que moi je l'ai pas, ça va être de faire du coup un gros projet perso qui va mettre en place tout ça. Et quand je dis un gros projet perso, donc quand je dis gros projet, ça veut dire que c'est un projet que je vais faire de bout en bout.
Donc bout en bout, ça veut dire pas seulement faire une configuration K8S et puis basta, c'est vraiment faire un Git, c'est faire, c'est des trucs qui paraissent bêtes hein, peut-être, hein, mais je mets tout quand même, faire un Git, faire une doc, faire des docs, faire des specs pour expliquer le projet et que je mettrai aussi évidemment dans le Git. Ça va évidemment être aussi faire le dev pur. Donc là, le dev, c'est la partie, on va dire, où vous allez pouvoir mettre en pratique votre expertise. Donc le dev pur. Et c'est là aussi que vous allez pouvoir vous former sur ce qui est important pour le projet et pas des trucs qui servent à rien. Et aussi tout ce qui va aller après, tout ce qui est bah, ouais, déploiement, test, CI/CD, des choses qui sont très 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 importantes, très très valorisées dans le monde pro et qui seront aussi très corrélées finalement aux microservices et à l'aspect DevOps parce que ça rentre en plein dedans quoi. Donc vraiment un projet où vous allez tout faire comme si c'était un projet, un réel projet d'entreprise. Et le but c'est quoi? C'est que ce projet soit tellement bien que vous puissiez en parler comme si c'était justement un projet pro, un vrai projet avec une entreprise qui sera du coup un levier pour votre CV si jamais vous avez cette lacune à combler et qui permettra du coup de rassurer les prospects. Et moi, c'est ça que je vais réfléchir, c'est je vais penser à qu'est-ce que je peux faire pour rassurer mes prospects le plus possible. Donc ça, c'est un levier qu'on verra, il y en a d'autres qu'on verra juste après. Mais déjà, voilà, microservice, ça sera ma première lacune. Qu'est-ce que je fais? Je fais un gros projet perso qui met en pratique tout ça. Et comme ça, je montre un peu tout. J'intègre du coup la partie microservice dans le dev. Mais tout ce qui est autour me servira à avoir un projet qui sera sérieux, qui sera vraiment un projet que je vais pouvoir raconter en entretien et qui me donnera vraiment beaucoup plus de crédibilité que juste dire ok, j'ai fait une configuration Terraform, je sais pas quoi, ou une configuration Kubernetes. Enfin, c'est cool, mais bon, c'est pas suffisant, quoi. Tout le monde peut le faire, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à faire ça. Donc, vraiment, cette étape-là, elle est hyper importante. Et ne pensez pas que vous allez arriver sur un marché et que tout de suite vous allez avoir le meilleur profil. Si c'était le cas, vous ne serez pas en train de regarder cette vidéo-là, vous serez déjà en train de siroter un cocktail avec votre argent bien gagné dans votre mission. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez peut-être des gaps à combler et c'est pour ça que vous n'avez pas de mission. C'est pour ça que vous avez galéré à en trouver après la précédente, c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas de mission tout court. C'est parce qu'il y a un gap à combler et si vous ne le comblez pas, soit vous allez avoir une vente qui va être très compliquée, soit elle va être complètement impossible. Donc ça, c'est un peu un travail qui est compliqué à jauger au début. Donc par défaut, combler tous les gaps. Mais si ce n'est pas possible, il faut essayer de filtrer et comprendre quels sont les plus importants à combler pour avoir une mission. Donc, une fois qu'on a comblé ce gap, on va commencer à partir sur la partie commerciale. Partie commerciale, pour ça, il nous faut un support. Le support, c'est quoi? Ça va être un CV. Donc évidemment, là, moi, je parle évidemment de missions freelance en régie pour des grands comptes, donc avec des process carrés, avec des CV, même si vous avez vu dans d'autres vidéos que j'ai pu faire que ce n'est pas la seule approche, il y a des approches qui sont complètement hors du cadre classique. Mais là, on va parler de l'approche classique avec le SN, les CV qu'on va envoyer et le process de recrutement assez standard. Donc il nous faut un CV. CV qui va être du coup le support du positionnement. Là, on a fait un positionnement, on a comblé le gap, on a essayé de trouver un moyen d'avoir un meilleur, on va dire un meilleur profil par rapport à ce que le marché recherche. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est on met ça en forme sur un CV. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va réutiliser du coup le wording qu'on avait analysé précédemment. On va mettre en avant les mots-clés, enfin plutôt les besoins via les expériences passées. Donc là, en gros, ça veut dire que si on a une expérience qui est pertinente par rapport aux besoins identifiés ici, et on va mettre en avant principalement ça, et le reste, on va soit l'enlever, soit carrément le minimiser. Tu vois. Et moi, par exemple, là, je me dirais que si j'ai des expériences qui sont cohérentes par rapport aux besoins, je les mets vraiment en avant, et le reste, je l'enlève. Et en gros, j'enlèverai des éléments de mon CV qui servent à rien. Quoi. Donc wording, besoin, petite astuce du chef, mettre des petites références. Donc références, en gros, c'est des gens qui peuvent attester que vous travaillez bien. Vous mettez leur nom sur votre CV, c'est très, très bien pour la preuve sociale. Et encore une fois, ça rassure les prospects, ce qui est le but qu'on va rechercher. Et évidemment, on fait le lien, je rajouterai aussi le projet perso pour aller compléter ce positionnement et qui rassurera sur les petites lacunes que j'aurais pu avoir avec seulement cette partie-là, où j'ai pas forcément tous les éléments qui sont demandés par mon marché. Donc avec ça, j'ai de quoi faire un CV qui répond aux exigences des recruteurs ou des clients. Donc en gros, un CV qui passe le filtre. Un CV qui passe le filtre numéro 1, qui est en général le recruteur de SN en fait. Le filtre numéro 1, c'est le recruteur de SN. Lui, il a quoi? Il a quelques mots-clés qu'il doit retrouver sur un CV. Il a un TJM, il a quelques notions comme ça. Et si on les a, on passe au next step qui est le passage avec le client. Donc moi, mon CV servira uniquement à ça. Et c'est pour ça que j'ai souvent la remarque par rapport à ça par les recruteurs parce qu'ils n'aiment pas, ils veulent avoir le truc tout complet avec tout direct. Mais moi, non, le but, c'est juste d'attirer leur attention, d'avoir un truc qui fait que je les ai au téléphone. Et une fois que je les ai au téléphone, je sais que c'est gagné. Parce qu'au téléphone, j'ai beaucoup plus de leviers et je sais comment après négocier pour passer au next step. Donc le CV, vraiment aller à l'essentiel. Je vais faire un CV où je mets juste les mots-clés en avant, juste les expériences pro qui sont cohérentes par rapport aux besoins des clients et les références et les projets perso pour venir rassurer encore plus et avoir un facteur différenciant pour passer devant mes concurrents.
Donc une fois qu'on passe le filtre numéro un, on est paré, enfin on va dire un bon support. Maintenant, il faut le proposer à des ESN. Et maintenant, la question c'est à qui je l'envoie, comment je l'envoie. Une grosse question qui revient très souvent, ce qu'on me demande tout le temps. Je vais vous dire ce que je ferai vraiment honnêtement, parce que c'est un truc qui est très simple mais qui marche très bien, c'est prospection à froid de SN. Vraiment très simple. Alors comment je les trouve? Étape 1, ça va être de faire du lead sourcing. Lead sourcing, c'est en gros trouver les leads, donc les gens qu'on va contacter. Lead sourcing, et c'est des gens, en fait, on va trouver un moyen de les contacter, et il faut qu'ils soient pertinents aussi par rapport à ce que nous, on cherche comme marché. Donc comment on fait ça bien? C'est pas toujours évident, mais là, il y a une approche qui est très simple. Si vous voulez démarrer avec une approche simple et rapide à mettre en place, ça va être aller sur Freework, qui est une plateforme de mise en relation, enfin apparemment mise en relation, une plateforme d'offre d'emploi CDI freelance. Vous allez chercher les mots-clés par rapport à votre marché. Donc là, on va imaginer que le marché que j'ai ciblé, c'est le marché du coup de Python, hein, si on reste sur le classement que j'ai ici. Une fois que j'ai ce marché-là, du coup, je vais aller chercher des mots-clés relatifs à ça, comme par exemple Python, peut-être le mot-clé data, qui sont très liés aujourd'hui. Et après, en fonction de ça, je vais avoir une liste de missions, que ce soit en CDI ou en freelance, et je vais aller regarder qui les a postés. Donc en fait, quels ESN ont publié ça. Et après, ces ESN-là, qu'est-ce que je fais? Alors, on peut postuler directement. Moi, je ne conseille pas directement, c'est pas le plus facile parce que souvent, vous allez arriver sur un système de tri automatique et c'est vraiment la guerre. Même si vous pouvez vous différencier avec des méthodes un peu plus avancées. Mais moi, je conseillerais, si vous débutez, c'est ce que je ferai moi aussi, trouver les recruteurs qui bossent dans ces ESN-là sur LinkedIn. Donc, on va aller stalker les recruteurs sur LinkedIn. Donc, on va chercher en gros ingénieur d'affaires suivi de l'ESN. Et après, hop, on leur envoie un message d'approche. Donc, prise de contact, je vais mettre. Et là, par contre, il faut vraiment pas être timide. Il faut faire vraiment un max de prise de contact. Moi, j'en ferai au moins 20 par jour, sûrement plus d'ailleurs, 20 par jour. Et évidemment, ça va avec, mais il y a tout ce qui est processus de relance. Donc, j'irai mettre en place un processus de relance avancé pour être sûr de rater aucun prospect et de ne pas parler à des gens pour rien. Donc, ce process-là, très très simple, il me servira à commencer à avoir des premiers contacts et à lancer un peu le process de recrutement pour avoir des premiers appels au téléphone. Et ce qui se passera après ça, c'est que du coup, on va avoir le fameux premier appel. Donc, premier appel qui est en général un appel assez court de 15 minutes où je vais devoir me présenter. Et du coup, on arrive au next step qui est comment on se présente. Et là, c'est l'autre point qui fait peur et qui beaucoup de gens vont soit se dire ouais, je suis très confiant et j'y arrive très bien, d'autres vont avoir très peur. Dans les deux cas, je vous le dis, vous êtes nul. Voilà, au moins c'est clair. Vous êtes nul, que vous pensiez être bon ou pas, vous êtes nul. Si vous voulez être bon, il faut que vous ayez fait ce travail en amont. Travail d'analyse de besoins, wording, comprendre le niveau des concurrents et avoir aussi des notions un petit peu de vente, ce qui n'est pas le cas. Alors, faites-moi mentir si vous voulez, mais en général, de ce que j'ai vu, il n'y en a pas un seul que j'ai vu aujourd'hui, que j'ai eu un appel ou un accompagnement qui était déjà un vendeur né. Moi, le premier, je dis pas ça pour faire le malin, hein, moi j'étais encore plus une merde en vente, mais ça se travaille, donc faut pas croire que tout est inné, tout est facile ou quoi. Donc si vous pensez être bon, c'est bien, mais franchement, mettez un peu votre ego de côté et réfléchissez vraiment à est-ce que vous avez un vrai process pour ça. Donc, entretien. Comment je le verrai de mon côté? Donc moi, c'est très simple, vous allez voir comment je vais fonctionner. Je vais copier-coller ce cas-là, parce que c'est la même chose. Je vais prendre les mêmes éléments qui m'ont servi à faire mon CV, parce que c'est ça qui définira qu'est-ce que je vais dire dans ma présentation. En gros, ça va être le wording utilisé, encore une fois, ça va être les besoins, ça va être mes références, ça va être les projets perso. Et ça me servira à raconter une histoire. Ce qu'on veut, encore une fois, mot d'ordre, c'est rassurer. Comment on fait pour rassurer quelqu'un? Il faut non seulement qu'on parle le même langage, encore une fois, donc c'est une question de wording, il faut qu'on comprenne les besoins que la personne en face elle a. Il faut aussi, là on a un truc qui se rajoute en plus qu'on n'avait pas avant, c'est comprendre les enjeux. Enjeux, c'est souvent lié au business. Enjeux financiers, comprendre qu'il y a une notion de budget par le client, comprendre qu'il y a une notion de problématique de concurrence, hein, que vous avez d'autres candidats qui vont être peut-être vos concurrents et qui vont avoir un meilleur TGM ou des meilleurs profils. Il faut vraiment comprendre ça si vous voulez avoir une chance et avoir un bon taux de conversion. Vous n'aurez pas forcément 100% de conversion, même moi j'ai pas ça et évidemment personne n'a ça, mais au moins en ayant cette approche-là, vous pouvez maximiser vos chances de faire des bons appels et passer au next step. Donc vraiment, focus que j'aurai moi, c'est me faire une trame, donc vraiment d'écrire une trame où je vais définir qu'est-ce que je dis en premier, donc en gros ma trame de vente, qu'est-ce que je dis en premier, qu'est-ce que je dis en deuxième, et l'autre point ultra important, ça va être d'anticiper les questions. Donc moi ce que je ferai, ça va être déjà de m'enregistrer en train de me faire l'entretien tout seul, comme si j'étais un peu un schizophrène, et après je vais aller me réécouter et lister les points un peu flous. Lister les endroits qui pourraient amener à des questions et que j'ai pas envie d'avoir comme question le jour de l'oral, enfin le jour de l'entretien. Ou alors, de justement, quand c'est un point flou, mais que je sais que je peux répondre à la question, le laisser pour avoir une question que je sais maîtriser ensuite en appel. Donc en gros, le but c'est quoi? C'est de pouvoir anticiper, préparer les réponses. Préparer des réponses, ou alors enlever les éléments qui emmènent des questions qu'on n'a pas envie d'avoir.
Donc supprimer les endroits douteux du script. Et comme ça, vous avez un contrôle beaucoup plus grand sur l'entretien. Et là, on élimine une partie qui est la partie qui fait qu'on a beaucoup d'échecs souvent en entretien, c'est le stress. Moi, je suis un gros stressé par rapport à ça et c'est pour ça que j'ai eu cette approche-là un peu d'autiste. C'est vraiment de se dire, je veux qu'il n'y ait aucun imprévu pendant l'appel. Je veux que l'appel il soit contrôlé de bout en bout et que les seules choses que j'ai à gérer, ce soient des choses qui soient vraiment contextuelles. Mais tout le reste, qu'est-ce que je dis? Quand est-ce que je dis? Qu'est-ce que je réponds à cette question-là? Ça, je veux le prévoir avant et pas avoir à gérer ça en live parce que c'est impossible de le faire bien. Ça devient vraiment compliqué. Donc, éliminer le stress, éliminer les imprévus et comme ça, on a juste à appliquer le process et on ne réfléchit pas. Donc c'est comme ça que je vois l'entretien et c'est comme ça que je ferai si je devais retrouver une mission avec un process classique. Et donc une fois qu'on a fait ça, on passe au next step. Donc ça c'est la partie on va dire ESN, si j'entends tout ça. Mais en réalité, c'est quasiment pareil quand vous prenez ça et que vous voulez faire la même chose pour le client. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que les enjeux vont être différents parce que là, vous aurez affaire au client final et pas à une ESN qui n'a pas les mêmes enjeux que le client, évidemment. Si vous ne comprenez pas ça, je vous invite à aller voir les vidéos où j'ai parlé de ESN et du process de recrutement chez les freelances. Et il n'y a pas que ça qui change. Il y a aussi, il y a aussi la durée. J'ai enlevé ça, ça me stresse. Il y a aussi la durée. Donc la durée, ça fait, je vais mettre ça où? Je vais mettre ça là. Et la durée, l'entretien est souvent plus long, ce qui fait que dans votre trame de vente, voilà, je vais mettre plutôt ça ici, trame de vente, il y aura plus d'éléments, mais attention à ne pas faire l'erreur que beaucoup de gens font, qui est de raconter une histoire qui est inutile et qui n'aide pas les prospects à prendre une décision. Même si vous avez beaucoup plus de temps pour vous présenter, parce que c'est moins speed, c'est vraiment plus formel que l'entretien avec le SN, il faut quand même que le prospect soit intéressé et hook par vos propos. Donc pour ça, moi je vous invite à quand même, dans tous les cas, faire un truc qui est concis et vraiment miser sur la partie question. Moi ce que je fais, et c'est ce que je ferai même si je devais recommencer, c'est rester concis dans tous les cas, même si j'ai le temps de faire plus, je vais faire un truc très court, pour après avoir des questions et mener une discussion. Moi mon but final, c'est d'avoir une discussion avec le client. Ça, c'est idéal, hein. Si vous arrivez à ce niveau-là, c'est que l'entretien se passe très bien. Quand vous commencez à parler de façon informelle, c'est vraiment un très très bon signe. Donc le but, c'est d'arriver à une discussion et c'est là qu'on commence vraiment à s'amuser. Et d'autres points que je garde un peu pour moi, mais qui sont des éléments qui aident à avoir des meilleurs résultats en entretien, que je garderai pour ceux qui sont dans mon accompagnement et qui voudront aller peut-être à un niveau plus loin. Mais déjà avec ça, vous avez de quoi avoir de très bonnes réussites en entretien. Et c'est ce que je ferai déjà pour avoir une bonne base et après commencer à faire des entretiens. J'aurai pas forcément une réussite de 100%, ce qui est normal, mais au moins j'aurai la trame pour les mettre en place et pas de stress à chaque fois, pas de me dire ok comment je vais faire et tout. Donc là voilà le point où très souvent on s'arrête. Beaucoup de gens s'arrêtent ici, mais moi je vais vous dire un truc, c'est pas là qu'il faut s'arrêter et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens n'ont pas de résultats. Donc là on a vu quoi? On a vu la partie lister les marchés, positionnement, on a vu comment combler son gap, faire un CV et après sourcer des leads pour après les contacter et avoir des entretiens. Ensuite l'entretien, comment le préparer. Et on pourrait se dire, une fois qu'on a fait ça, on a une mission, c'est bon, c'est terminé. Pas du tout. En fait, ce qui se passe en général, et ceux qui ont testé le savent, c'est que même si vous avez tous ces process-là, ça peut ne pas marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a pas de process pour aller comprendre ce qui pose problème. Moi, comment je vois les choses, c'est que là, vous avez plusieurs éléments qui vont s'emboîter l'un dans l'autre. Vous avez le positionnement qui va être très lié ensuite à votre CV. CV qui va ensuite impacter les résultats que vous allez avoir en prise de contact. Et pareil après pour l'entretien. Donc en fait, c'est plein de briques qui vont venir s'imbriquer. Et en fait, ça fait une suite de taux de conversion qui vont à la fin donner un taux de conversion global. Donc si vous voulez, à chaque étape, vous avez un taux de conversion particulier. Et s'il y a un élément qui foire, ça fait qu'au global, pour passer de là à là, il vous faut peut-être 4000 messages. Ce qui fait que ce n'est pas du tout efficace, vous avez un taux de conversion un peu merdique. Donc là, on va dire au début, c'est tout ce qui est positionnement ici. Là, c'est positionnement. Et là, c'est signature de la mission. Et là, si pour arriver de là à là, il faut que vous fassiez 4000 actions pour y arriver, c'est problématique. Donc pourquoi beaucoup de gens ont des soucis? Parce qu'ils ne savent pas comment mesurer, ils ne savent pas quoi mesurer, ils ne savent pas comment optimiser leur approche. Moi, ma vision, elle est assez simple par rapport à ça. Bon, elle est très mathématique, mais en gros, je me dis, dans tous les cas, j'ai un point de départ. Là, c'est le temps. Hop. Là, c'est mes résultats ici. Donc en gros, c'est est-ce que je signe une mission ou pas, quoi. Mon taux de conversion, si vous voulez. Et moi, j'ai un point de départ. Mon point de départ, il peut être soit à 0, il peut être là si j'ai déjà fait ça par le passé, que j'ai un peu d'expérience, il peut être là si je suis le boss. Voilà. Mais il peut souvent être très proche de 0. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver à un niveau, on va dire peut-être le niveau, il est ici. C'est un niveau à partir duquel où on a une mission avec à peu près un nombre d'actions qui est raisonnable. C'est-à-dire que si on envoie, si on passe 5 entretiens de mission, on a une mission. Alors, on peut imaginer que c'est ça le seuil. Ce seuil, pour y arriver, on va devoir itérer. Au début, on est là,
on va faire une action. Et en fait, selon l'action qu'on va faire, déjà, il faut savoir si est-ce que ça nous rapproche de l'objectif ou est-ce qu'on s'en éloigne. Est-ce que ce qu'on fait, ça marche ou ça marche pas? Première étape. Et donc pour ça, il faut savoir mesurer ce qu'on fait et il faut savoir à partir de quand on itère. Par exemple, le grand classique, ça va être la partie prospection. Beaucoup de gens vont envoyer des messages et ne sauront pas analyser si le message il marche bien ou pas. Ils ne sauront pas me dire si le taux de réponse il est élevé ou pas. Ils ne sauront pas me dire si ils ont AB testé un truc et que ça marche mieux de faire comme ça ou comme ça. C'est le gros problème. Donc moi, comment je vois les choses, c'est qu'on a une approche de départ, on teste, et selon les résultats qu'on a, soit on continue ce qu'on fait et on le fait encore plus, comme ça on est encore plus proche du résultat, et si on fait de la merde, on essaie d'ajuster pour comprendre si on peut faire mieux. Et donc ça, en pratique, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à tout ce qui va être optimisation des étapes. Donc en gros, l'optimisation, ça va avoir plusieurs formes, mais c'est très 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 souvent du A/B testing en fait. A/B testing, et donc chaque étape du process, on peut la tester. On peut tester du coup le CV, on peut tester le message d'approche, hop, qu'on envoie par LinkedIn. On peut tester aussi notre ciblage, si on prend une étape un peu avant, hop, qui va dans le message d'approche. On peut A/B tester le ciblage. On peut pareil A/B tester la partie entretien. On peut tout tester. Et il faut tout tester si vous voulez être sérieux dans votre approche et si vous voulez vous assurer de comprendre pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas ce que vous faites. Donc entretien, etc. Et donc ça, comment ça marche? Si vous testez ça avec des bons process, à la fin, vous allez pouvoir, dans tous les cas, avancer dans le bon sens. Même si vous allez des fois vous foirer, faire une modification, puis revenir en arrière. Dans tous les cas, vous allez finir par monter. Et hop, comme ça va monter. Hop, c'est un peu un dessin de con. Mais vous allez arriver petit à petit à un processus global qui amène à des résultats et vous saurez que de bout en bout, la chaîne fonctionne. Vous avez un CV qui amène des entretiens, l'entretien passe au next step, l'entretien 2, et l'entretien 2, vous savez le gérer pour avoir une signature. Donc là, c'est comme ça que vous arrivez à la fin à avoir des missions de façon robuste et sans faire un truc un peu en mode flou, sans trop comprendre pourquoi. Et donc, en fonction de votre niveau de départ, soit ça va prendre ce temps-là, hop, là vous avez ici, c'est le temps de quelqu'un qui n'est pas très bon et qui va un peu faire de la merde et qui va arriver au résultat plus tard. Certains vont déjà commencer très haut et déjà arriver avec des très bons process et avoir des résultats très vite. Ici, ça dépend vraiment de chacun. Et c'est là que je fais un peu ma publicité, mais en gros, ce point-là que vous avez ici, c'est là que c'est intéressant de se faire accompagner. Parce qu'en se faisant accompagner, vous allez avoir des process qui de base sont vérifiés et fonctionnent, et un point de départ qui est déjà très très haut. Donc en fait, il faut se dire qu'un accompagnement, ça vous fait déjà démarrer très haut, voire déjà à un seuil où les missions sont quasiment garanties, parce que ça fonctionne, ça a été validé avant, et c'est un gain de temps qui est non négligeable. Cela étant dit, je ne suis pas là pour vous dire que sans accompagnement, vous n'allez pas avoir de résultats. Si vous avez compris ce dessin-là, même s'il est vraiment horrible, on dirait un enfant de 3 ans qui l'a fait, vous saurez dans tous les cas comment avoir des résultats. Parce que vous savez qu'il faut itérer, vous savez qu'il faut mesurer vos actions, comprendre si c'est mieux, si c'est moins bien, comprendre à partir de quand on fait une modification aussi. C'est un peu le problème que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils vont vouloir être trop émotionnels et faire des modifications un peu hâtives. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez des résultats. La question, c'est est-ce que vous l'aurez ici ou est-ce que vous l'aurez ici? Et le temps qu'il y a ici, quand on est freelance, même si quelqu'un est junior, à 400 euros par jour, ce temps-là, il coûte très vite cher. Donc ce serait bête de se priver d'avoir des résultats rapidement. Donc pour ceux qui voudraient se faire accompagner, là je fais un peu ma promo, pour ceux qui veulent se faire accompagner et voir comment je peux les aider à avoir des résultats, que ce soit sur n'importe quel marché dans la tech, à différents niveaux de seniorité, vous avez un lien en description et vous pourrez réserver un appel avec moi. On dit tout ça, on fera d'abord une conversation par WhatsApp et après on parlera en appel pour voir si c'est pertinent pour vous que je vous accompagne. Et si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci, je vous donnerai une roadmap pour que vous puissiez avancer de l'autre côté. Mais en général, c'est quand même vachement pertinent pour beaucoup de gens, parce que si vous galérez à avoir des missions, ou si vous voulez passer de CDI à freelance, c'est bien d'avoir un process qui est carré pour au moins savoir que ce que vous faites, ça a un sens, et que ce n'est pas juste des actions faites pour le fun, parce que vous avez vu un mec en parler sur LinkedIn. Au moins là, vous avez un truc qui est cadré, vous avez des résultats à la clé à la fin. Donc voilà pour ça. Point final qui est important et que je voudrais que vous écoutiez avant de quitter la vidéo, c'est vraiment l'aspect qu'on oublie souvent après ça. C'est qu'une fois qu'on a fait ce process-là, donc global qu'on a vu ici, avec la partie process pure, la partie optimisation, qui est un peu le méta-process, qui va aider à structurer toutes les actions et assurer d'avoir des résultats à la fin. Une fois que vous avez fait ça, il y a un élément encore qui va rester et que beaucoup de gens vont oublier et que moi je mettrai un point vraiment important dessus, si je trouvais une mission maintenant, ce serait la partie fidélisation. C'est le point que je vois jamais, alors que c'est vraiment le truc qui fait qu'on explose en tant que freelance. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui m'envoient des SMS pour des missions, alors que je ne prends plus de missions. C'est fidéliser vos clients. Ça veut dire qu'une fois que vous avez une mission, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. Il y a deux points. Il y a la partie déjà intra et la partie externe. Donc c'est un peu con comme diagramme, mais vous allez comprendre. Donc en gros, la partie intra, ça va être dans votre mission, c'est faire un peu un travail de chasseur et comprendre quels sont les autres besoins qu'il peut y avoir chez votre client. Une fois que vous êtes chez lui, c'est là qu'il faut être à l'écoute. Vous avez fait le plus gros du travail, vous avez réussi à le convaincre de vous prendre. Maintenant que vous êtes chez le client, vous avez tout
tout le terrain de jeu qui est là pour que vous puissiez comprendre les besoins et évidemment être dessus si jamais c'est pertinent pour vous, pour avoir une mission plus longue. Et l'autre point qui va avec ça, ça va être de sur-délivrer. Donc ça, en gros, c'est quoi? C'est devenir indispensable, montrer que vous êtes vraiment très très bon, que vous êtes vraiment pas cher par rapport à ce que vous proposez comme qualité de service. Et les deux éléments que vous avez ici serviront à vous assurer deux choses. C'est non seulement avoir une mission qui peut être plus longue si vous voulez la durer plus longtemps, avoir une mission où vous avez des leviers pour négocier, un TGM par exemple, levier pour négocier que ce soit donc TGM, mais aussi le remote, ce qui est un truc qu'on fait souvent avec les gens que j'accompagne, c'est avoir ce levier pour pouvoir négocier du full remote et aussi le TGM, mais en général, c'est plutôt le full remote qui plaît le plus. Donc voilà, en général, moi, ce que je fais avec les gens que j'accompagne, c'est qu'on travaille la partie fidélisation pour ça, pour après avoir un levier pour négocier le full remote très vite et passer d'hybride à full remote. Parce que le marché, comme vous savez peut-être, aujourd'hui, avoir du full remote comme ça d'emblée, c'est très très compliqué, voire impossible. Par contre, c'est pas du tout impossible de l'avoir dans l'absolu. Il faut juste être prêt à faire de l'hybride au début et avoir une méthodologie assez propre pour après négocier le full remote le plus vite possible. Mais ça peut se faire assez vite, ça peut se faire en quelques semaines, quoi. Vous pouvez passer de l'hybride au remote en quelques semaines. Et après, du coup, pour ceux qui veulent avoir une mission qui est plus longue, en ayant différents besoins sur lesquels vous êtes pertinent, mais vous allez avoir une mission où vous allez pouvoir changer de projet, etc. Et même pour la suite, si on va encore un cran après, si vous quittez la mission de votre plein gré et que vous voulez plus tard revenir, vous pourrez revenir facilement. Vous avez déjà le point d'entrée facile, les gens ils ont adoré bosser avec vous, ça s'est bien terminé. Donc c'est vraiment, il y a tout à y gagner à faire une approche comme ça, avec vraiment l'emphase sur comprendre les besoins et sur délivrer. Et l'autre point, c'est la partie externe. Autre point qui est très sous-coté, c'est les gens avec qui on a parlé avant, les gens avec qui on a travaillé par le passé, les gens avec qui on discutait pour trouver des missions. Il ne faut pas arrêter du jour au lendemain de leur parler. Ces gens-là, c'est des gens qui vous aideront peut-être plus tard à trouver d'autres missions. Donc en gros, ça veut dire que même si vous êtes en mission, vous devez continuer absolument la partie commerciale. Alors pas forcément avec le même volume et le même process pur et dur que ce que vous avez ici, parce que l'approche sera différente vu que vous n'êtes pas en recherche de mission, vous êtes déjà en mission, mais il faut continuer à garder un lien avec le marché. Donc ça c'est important et c'est un truc que je vois jamais, il faut toujours avoir des actions commerciales en cours. Continuer à prospecter, continuer à répondre aux appels, continuer à dire aux gens ce que vous faites et créer un réseau petit à petit qui vous servira le jour où vous aurez un problème et vous devriez trouver une mission rapidement. D'ailleurs, petit story time pour finir. Moi, ça, c'est un truc que j'ai appris à la dure et heureusement que je le faisais dès le début parce que j'ai quand même été bien accompagné au début quand je me suis lancé. Une mission, alors ça, c'est la première mission que j'ai pu faire. Au bout de 15 jours de mission, mon client se fait racheter. Il se fait racheter, bon, c'est un peu ballot. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On m'annonce au bout de 15 jours que la mission se terminera 15 jours plus tard, au bout d'un mois, quoi. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est le pire scénario qu'on peut imaginer en tant que freelance, hein, c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens. Je vous rassure, c'est extrêmement rare. J'ai jamais entendu d'histoire similaire à la mienne, à part la mienne, du coup. Mais en gros, au bout de 15 jours, la mission est terminée et je dois recommencer le processus pour trouver une mission. Sauf que, comme je n'avais pas arrêté les processus commerciaux, j'ai pu en retrouver une tout de suite et j'ai pu enchaîner les missions sans aucun problème. Et c'est grâce à ça que j'ai pu créer en fait ce système où je suis complètement serein. Je sais que même s'il se passe un truc comme ça qui est ultra hardcore et vraiment un truc qui est quand même assez rare, on va pas se mentir, je sais que je trouverai une mission facilement parce que j'ai des process qui sont tout le temps en train de tourner et en plus maintenant que j'ai mon réseau qui est vraiment bien fourni avec ce que j'ai fait par le passé avec mes clients, ça, comblé à mon process qui maintenant est très très rodé sur la partie prospection à froid, j'ai aucun souci à trouver de clients. Et ça, c'est ce qu'il faut que vous visiez vous aussi. Et maintenant que j'ai cette vision-là, je sais qu'en repartant depuis zéro, c'est ce que je vous montre ici, même si je repars depuis zéro, je trouverai une mission, il n'y a pas de souci, et je trouverai même les suivantes, et même celles encore après. Parce que je sais quels sont les leviers que j'ai pour trouver les missions, je sais comment combler mes lacunes, je sais comment trouver des nouveaux clients, je sais comment aller voir d'anciens clients avec qui j'ai bossé, comment créer un lien fort et après aller le revoir plus tard. Donc vraiment, c'est ça qui fait que vous avez des résultats et que vous tenez et que vous n'êtes pas à faire des posts sur LinkedIn pour dire le marché est tendu, c'est la merde, je repars travailler en tant que serveur au restaurant, quoi. Donc voilà en gros pour résumer ce que je ferais si je devais repartir à zéro pour trouver une mission. Alors c'est un peu le bordel sur le Miro, mais en tout cas pour résumer, vous avez compris, vous allez lister vos marchés, je vais après me positionner sur un sujet que j'aurai analysé qui est cohérent par rapport à ce que je sais faire et par rapport à ce que le marché recherche. Je vais combler le gap éventuel, enfin quasiment, qui sera quasiment toujours là, entre ce que je sais faire et ce que le marché recherche. Et une fois que j'ai ça, je fais un bon CV qui met tout ça en valeur, je le mets en place, je le mets en avant avec de la prospection à froid via LinkedIn grâce à Freework. Et ensuite, avec une trame de vente que je vais construire avec une façon un peu plus intelligente que juste dire bonjour, voici ce que je sais faire, je vais pouvoir du coup passer la partie entretien. Et tout ça sera supervisé avec un process itératif, un process d'optimisation où je vais tester à chaque étape ce que je fais pour comprendre qu'est-ce qui bloque. Est-ce que c'est mon CV qui pose problème? Est-ce que c'est mon ciblage qui pose problème? Est-ce que c'est mon message d'approche qui pose problème? Et tester, itérer jusqu'à arriver à une configuration qui m'amène des résultats de façon quasiment prédictible. À la fin, ce que je veux, c'est un système où je sais que à tel effort en entrée,
Donc tel input, j'ai à la fin tel output. Et ça, c'est le truc qu'on veut, c'est idéal. C'est comme ça qu'on monte un business, les gars. C'est comme ça qu'on fait pour comprendre que nos actions, elles ont un sens et qu'elles sont pas là pour faire plaisir. On sait que, moi, je sais que si j'envoie par exemple 50 messages, j'aurai peut-être 3 entretiens. Et ça, c'est super quand on sait ça. Ça, c'est une information qui vaut de l'or. Donc là, au moins, on sait vers quoi on travaille, on sait vers quoi on doit aller, et ça nous fait un truc qui est clair à suivre. Et même si on en fait 40 et qu'on n'a pas d'entretien, eh ben on se dit, je sais que dans tous les cas, il m'en faut 50. Donc j'ai pas besoin de me stresser, de pleurer, de me dire, ok, j'arrête tout. Ce qui est souvent le cas et ce qui fait que beaucoup de gens abandonnent, c'est qu'ils ne savent pas mesurer ce qu'ils font, ils ne savent pas si ce qu'ils font a un sens réel et si ça mènera des résultats. Au moins, avec un process comme ça, vous savez que ce que vous faites a des résultats, ça a des résultats, mais il faut bosser, c'est pas facile, il faut vraiment avoir un process carré. Et encore une fois, pour ceux qui veulent se faire accompagner, que je les suive personnellement pour mettre ça en place, avec un process vraiment carré, pour tester l'approche et avoir un point de départ qui soit déjà très très haut, qui soit déjà validé sur plein de marchés différents et à plein de niveaux différents. Vous avez un lien en description et en commentaire épinglé, on en discutera tranquillement. Et si c'est pertinent pour vous, ben on verra comment on peut travailler ensemble là-dessus et aller tout niquer ensemble pour trouver des missions et vous rendre riche. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que c'était clair et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!